C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision lors de son séjour au Congo central où elle a lancé la deuxième édition de la deuxième session, de la 8e édition de l'Expo Béton. Le Premier ministre Judith Suminwa a saisi l'occasion pour entamer le dialogue constructif avec plusieurs acteurs sociopolitiques de la province, soulignant ainsi son engagement à résoudre les problèmes pressants de la région. Reportage Gisèle Toko. La première ministre Judith Suminwa a d'abord reçu le caucus des députés nationaux élus du Congo central, conduit par Pierre Sumbu. Les députés ont exposé une série de préoccupations qui affectent la province, notamment l'insécurité croissante, la spoliation et l'occupation anarchique des terres juxtant Kinshasa et l'état dégradé des infrastructures portuaires. Donc nous avons abordé le problème de l'insécurité. Sur ce point-là, et c'est l'ensemble des questions, nous devons vous dire que son Excellence Madame la Première ministre a une connaissance large. Nous avons cherché même à vouloir ouvrir une porte qui était déjà ouverte. La Première ministre a ensuite rencontré les députés provinciaux du Congo central, représentant à la fois la majorité et l'opposition, avec à leur tête Papi Matezolo, président de l'Assemblée provinciale. Les élus ont soulevé un problème critique, le non-paiement de leurs émoluments depuis 5 mois. En réponse, Judith Suminwa a promis de trouver une solution dans un bref délai pour tous les députés provinciaux du pays, affirmant sa détermination à garantir des conditions de travail dignes pour les représentants du peuple. Nous avons voulu solliciter de son autorité si elle pouvait donner solution à nos problèmes. Aussitôt soulever, aussitôt nous dire, avant même qu'elle ne puisse descendre ici, elle a eu à échanger avec les bureaux du Sénat, c'est la même question, et nous a même donné la promesse pour nous dire, dans les 48 heures, nous allons voir quelque chose être fait. Mais ce n'est pas seulement pour l'Assemblée provinciale du Congo central, parce qu'il est Premier ministre pour toute la République démocratique du Congo, et cela sera fait pour toutes les assemblées provinciales. Judith Suminwa a également reçu des représentants de l'Association des transporteurs autochtones et des chefs coutumiers de la province. Ces derniers ont exprimé leurs préoccupations concernant les tracasseries administratives et la rétrocession jugée inégale de fonds de péage. La Première ministre a écouté attentivement leurs doléances et a rassuré les acteurs présents qu'elle mettra en place des solutions adaptées pour améliorer la situation. Mais elle était tellement réceptive. Elle nous a fait des promesses qu'elle va s'y mettre. Le séjour de Judith Suminwa à Tuluka Matadi, marqué le dialogue avec les acteurs locaux, illustre son engagement à aborder les défis qui rencontrent les provinces du pays comme le Congo central. En écoutant les préoccupations des députés et des acteurs socio-économiques, elle pose les bases d'une gouvernance plus inclusive et réactive, susceptible de restaurer la confiance entre les Congolais et leurs représentants. Les annonces de solutions rapides témoignent d'une volonté politique forte pour répondre aux besoins urgents de la province. La Première ministre a fait du dialogue l'un des principes directeurs de son programme d'action. Pour elle, le dialogue permanent entre l'État et la société au sens large est l'instrument pour apporter les réponses appropriées aux questions existentielles auxquelles le pays fait face. Et puis les négociations en vue de la signature du pacte d'actionnariat étaient au cœur de la réunion présidée ce jeudi 19 septembre 2024 par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, dont ont pris part la délégation du comité directeur de l'ONATRA, du COPIREP et le MSC. Le point avec Maxime Macam. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba, a présidé ce jeudi 19 septembre 2024 une réunion regroupant la délégation du comité directeur de l'ONATRA, du COPIREP et le Mediterranean Shipping Company à Kinshasa. Au menu des échanges, les négociations pour déboucher à la signature du pacte d'actionnariat avec le futur partenaire de l'ONATRA dans la réalisation du projet de construction du port en eau profonde. Ici pour parler du pacte d'actionnariat avec notre futur partenaire MSC. Mais nous sommes butés à une difficulté, parce que jusqu'à présent, apparemment, ils ne sont pas encore prêts pour qu'on parle de cette question, alors que c'est une question principale qui nous pose aussi des problèmes sur le terrain. Parce que dans un mariage, il faut qu'on sache dans quel régime on va évoluer. Et là, nous commençons à tâtonner, c'est pourquoi le DPM voulait remettre les choses au point afin que le débat avance. Cette question a été remise à la prochaine fois parce que le partenaire en face s'est dit n'a pas avoir
obtenu le mandat de ses patrons. Et là, on attend qu'ils puissent avoir le mandat et qu'ils nous amènent à la prochaine réunion, qu'on puisse remettre la question sur la table. Parce que là, nous sommes prêts. Et de leur part, les choses semblent pétiner. À en croire le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, cette question sur la négociation de pacte d'actionnariat est renvoyée à une date ultérieure, car, dit-il, le partenaire en face, le MSC, dit ne pas obtenir mandat. À la Chambre basse du Parlement, les députés étaient en plénière ce jeudi pour examiner et adopter le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et Ituri. Cependant, quelques députés nationaux du Nord Kivu, de l'Ituri, soutenus par ceux du Sud Kivu, ont quitté la plénière en signe de protestation contre la prorogation de cette mesure qui désormais est autorisée sans un quelconque débat. Suivez. 2021 et depuis ce temps il y a eu plusieurs assises où il a été demandé qu'on lève l'état de siège. À l'Assemblée nationale le 29 septembre 2021 nous avons voté une résolution pour lever l'état de siège. Ça n'a pas été respecté. Il y a eu un dialogue où on a appelé tous les dignitaires des deux provinces pour lever l'état de siège et tous ont demandé qu'on lève. Ça n'a jamais été levé. Et quand on est en train de continuer à proroger, mais vous voyez le nombre de morts qui continue d'augmenter, le nombre de déplacements massifs, et nous avons en tout cas la conviction aujourd'hui que l'état de siège est devenu un business tout simplement pour les militaires, les généraux qui sont sur terrain. Et donc ça aujourd'hui on sait le voir qu'il y a un conflit net entre la population et les officiers militaires qui sont sur terrain. Et donc on les accuse de faire des exploitations illicites des minéraux, de chercher plus l'argent que d'aller protéger la population. Ils ne se donnent pas parce qu'il y a beaucoup de trafic militaire entre les groupes armés, entre les rebelles et cette armée, certains officiers qui sont au sein de cette armée. Donc il faudra quand même, pour aider notre République, pour aider les chefs de l'État, pour aider la population, il faut quand même qu'on soit franc dans des discussions qui permettront à ce que nous puissions avoir des recommandations d'autres organisations qui permettront à ce qu'il y ait quand même le retour au calme. Il n'est pas dit que s'il n'y a pas état de siège, le pays ne va pas combattre. Nous avons l'armée qui est toujours disposée à combattre. Avec ou sans état de siège, l'armée combat toujours. Donc nous voulons quand même qu'il y ait de l'ordre pour que les choses puissent redevenir normales. Au moment où je vous parle, pour ce qui concerne la province de l'Ituri, il y a un conflit flagrant entre les militaires et les civils en Ituri. On accuse toute la population d'être des groupes armés, on accuse toute la population d'être des M3. Ça ne peut pas se passer comme ça. On arrête beaucoup de gens en cascade et il n'y a pas de solution et les gens continuent à mourir. Maintenant, par exemple, la RN27 est fermée. Hier, il y a eu plus de 14 morts. Mais on va aller avec ça jusqu'où? Dans un autre registre, le service national poursuit avec la distribution des bancs dans les écoles publiques sur instruction du chef de l'État. Ceci s'inscrit dans le cadre de la politique de la gratuité de l'enseignement dans le volet amélioration des conditions d'études pour les élèves. Et ce jeudi 19 septembre, 200 bancs avec pupitres, œuvre de jeunes bâtisseurs de la nation appelés autrefois Kuluna, ont été remis à l'école primaire 1 et 2 de Yolo Nord, et la veille de mercredi, 300 bancs avaient été remis à l'Institut Kokolo. Reportage Gisèle Toko. C'est sur instruction du chef de l'État, commandant suprême, que le service national procède à la remise des bancs dans des écoles publiques. Ce jeudi 19 septembre 2024, c'était les tours de l'école primaire 1 et 2 Yolo Nord dans la commune de Kalamou. Une donation qui intervient après le passage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette école publique où il avait constaté un besoin en bancs pupitres. Et cette inscription du numéro 1 de la RDC a été exécutée par le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Nous sommes là pour donner le banc à cette école. Il y a deux écoles ici, EP1 et EP2, Yolo Nord, pour donner les bancs selon les instructions du chef de l'État et commandant suprême. Et voilà, les bancs ont été remis ce jour. Comme les conditions de vie, vous n'allez pas dire que... Vous savez, pour l'épanouissement d'un enfant, il y a un minimum de conditions qui doivent être réunies. Un enfant qui étudie sur un morceau de pierre, vous avez été à l'intérieur du pays, vous avez vu. Nous avons été avec vous à Ankoro, vous avez vu les conditions d'études des enfants.
les mêmes enfants dans ces conditions et vous revenez demain dans les meilleures conditions, je crois qu'il vous donnera le résultat différent. Je l'ai dit dans mon mot, les enfants qui étudient en ville ou qui étudient dans les bonnes conditions, les résultats qu'ils donnent, ce n'est pas pour autant dire qu'ils sont plus intelligents que ceux qui étudient dans des conditions difficiles. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'homme est le fruit de l'environnement et de l'éducation. L'environnement change l'homme, change l'enfant. 200 bancs au total ont été remis dans cette école. Les bons pupitres, produits avec l'effort des jeunes bâtisseurs de la nation appelés Yarkuluna, transformés et reconvertis après une formation appropriée au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese. Motif de satisfaction pour les élèves et les enseignants. Pour la directrice de l'EP2 Yolo Nord, Kitumbo Mélanie, ce geste indélébile des bienfaisances reste à jamais gravé dans leur mémoire, celle des générations futures et des habitants environnants. Cette action du chef de l'État marque la volonté ferme à redynamiser la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Ce geste indélébile des bienfaisants restent à jamais gravés dans nos mémoires, celles des générations futures et des habitants environnants. Rappelons que la veille, le mercredi 18 septembre 2024, le service national à travers son commandant, le général-major Kassomo Kabri, est au Konkokolo où le même geste avait été posé. 300 bons pupitres remis à l'Institut Kokolo, toujours sur instruction du chef de l'État. Question de voir les élèves étudier dans de bonnes conditions. Ceci, dans le cadre de l'accompagnement de la politique de la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans son volet amélioration des conditions d'études pour les élèves. Ici également, la joie était en son comble. Longtemps resté dans les oubliettes. L'Institut Kokolo est une école pilote de toutes les écoles des camps militaires de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous vous prions de ne pas vous limiter seulement aux bancs, mais aussi à la réhabilitation de celles-ci, car nous étudions dans des bâtiments délabrés comme à l'arrière-pays. Et puis le ministère de l'Environnement et du Développement durable a lancé à Pullman Hotel le programme autofinancé de gestion des déchets des équipements électriques, électroniques et pneumatiques en RDC. C'était sous le haut patronage du chef de l'État et c'est le ministre d'État, ministre du Budget Aimé Boji Sangara qui a présidé la dite cérémonie en remplacement de la ministre d'État F. Bazaïba en mission de travail en dehors de la RDC. Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec la Société congolaise Écologie et Développement durable SRL et la firme britannique Intertech, a lancé ce mardi 17 septembre à Pullman Hotel à Kinshasa le programme autofinancé de la gestion des déchets des équipements électriques, électroniques et pneumatiques en RDC. Un programme mis au point dans un contexte international de prolifération des éco-déchets qui porte sur l'inspection de ces équipements neufs ou d'occasion, la collecte des éco-contributions ainsi que le financement et la mise en place de l'infrastructure de collecte et de retraitement de ces déchets. Après le mot de bienvenue dit par le secrétaire général environnement et développement durable, le vice-président d'Intertech, Jérémy Gaspard, a présenté l'entreprise dans son rôle d'inspection du test physique et aussi de la certification par la délivrance de l'éco-certificat pour les expéditions de produits réglementés exportés vers la RDC. Ce programme, qui concerne 356 types d'équipements, assure le gouvernement de la RDC qu'aucun déchet issu de ces produits n'entre sur son territoire sans son consentement et c'est là, conformément à la Convention des Bâles. Et aussi de fournir à la RDC les ressources financières et représente une source de revenus supplémentaires pour le pays. C'est le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji, qui a donné le go du programme. Dans notre pays, le programme concerne 356 produits dont les positions tarifaires sont bien connues. La procédure de souscription à l'éco-contribution qui vous sera présentée ou qui vient de vous être présentée tout à l'heure par Intertech est une procédure classique appliquée par d'autres pays du monde, y compris en Afrique. Il convient de préciser qu'en cette phase expérimentale, qui durera plus ou moins 3 mois, Intertech et les partenaires situés sur la chaîne de contrôle
font preuve de flexibilité en se montrant indulgents envers les exportateurs de bonne foi. Cette période de 3 mois sera également mise à profit pour sensibiliser les importateurs de la diaspora, qui est tout aussi responsable, nous venons de le suivre dans le film que nous venons de regarder. Je disais qu'il est tout aussi responsable de l'exportation massive vers la République démocratique du Congo des équipements électriques, électroniques et pneumatiques, surtout de seconde main. Les parties prenantes sont le ministère de l'Environnement et Développement durable par l'entremise du Fonds d'intervention pour l'environnement FIP pour la promotion et le pilotage, le Ségus et la DGDA, l'Intertech et l'EDD et enfin l'exportateur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a infligé une sanction à Denise Mukendi du Sochoy et Jacqueline Dalla, interdit de passer dans les médias pendant 45 jours. Ces deux acteurs politiques qui s'illustrent par des injures mutuelles sont également interdits de passer dans tous les réseaux sociaux actifs en RDC, a renseigné un communiqué du régulateur des médias en RDC publié mercredi. La décision de frapper du Sochoy et Ndala a été décidée sur base du rapport de la commission alerte du numérique. La première candidate au poste de gouverneur au Kasaï central lors des gouvernorales de 2024 est sanctionnée pour s'être illustrée de manière flagrante en date du 17 septembre 2024 par une grave violation de la loi en publiant des vidéos contenant des propos injurieux contre un professionnel des médias, le traitant de tous les mots. Quant à Jacqueline Dalla, ancien journaliste et membre du parti politique Ensemble pour la République, paye pour ses propos qui portent gravement atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, aux droits d'autrui, ainsi qu'à l'honneur et à la dignité humaine. Les médias opérants en République démocratique du Congo ont été conviés à un briefing sur la réponse contre le Mpox qui sévit au Congo. Cette activité a été organisée par le Centre des opérations d'urgence de santé publique, contribuer à la réduction de la morbimortalité liée à la Mpox à travers l'appui à la mise en œuvre du plan de riposte élaboré par le système de gestion de l'incident. Tel est l'objectif de cette activité. Suivez. Les professionnels des médias congolais ont été outillés sur la réponse contre l'épidémie de Mpox qui constitue actuellement une urgence de santé publique de portée internationale. Une séance de formation organisée par le Centre des opérations d'urgence de santé publique. À ce stade, le rôle des professionnels des médias est d'informer l'opinion sur le mode de transmission et les moyens de prévention contre cette maladie dont on a enregistré 2200 nouvelles notifications pour la 35e semaine contre 1684 à cette même semaine, avec 73 nouveaux décès équivalents à 3,3% contre 30, dont la proportion en pourcentage est de 1,7% à la 35e semaine. Il faut noter que la clade 1B est la nouvelle souche de la famille Mpox qui est à l'origine de ce virus. On la retrouve en RDC et particulièrement au nord et sud Kivu, ainsi qu'à Kinshasa, comme l'a fait savoir Dr Adela Lofongola, incident manager adjoint du système de gestion de l'incident Mpox en RDC. La plupart des Kinois n'étant pas au courant de cette maladie, il y a donc nécessité de renforcer la communication quant à ce. Et c'est le professeur Christian Gandou, coordonnateur du Centre des opérations d'urgence de santé publique, qui a ouvert ce briefing au nom du directeur de l'Institut national de santé publique. Un plan de préparation et de réponse One Health contre les Mpox a été élaboré et même actualisé, et nous sommes en train de matérialiser ce plan dans le volet de la communication des risques et engagement communautaire. Donc c'est tout le plaisir pour nous de pouvoir saluer votre présence ici. C'est tout le plaisir pour nous de pouvoir initier ces actions de briefing avec les acteurs des médias qui vont partager les messages, le bon message.
Pour les spécialistes, la vaccination contre la Mpox reste la seule alternative pour sauver des vies contre cette dangereuse maladie qui fait rage en RDC et certains pays africains. La synergie des syndicats des enseignants du centre scolaire de Kassindi, dont le CIECO et SINEP, dans la sous-division de Boulongo, radicalisent leur mouvement de grève. Ils réclament la majoration de leur salaire. Suivez à ce sujet l'un des syndicalistes de la province éducationnelle du Nord Kivu 2, Abel Paloukou Kaïr, au micro de notre correspondant Joël Kama. Ces $420, on lui a remis un montant de 50 000 francs. Pour l'école primaire, on a ajouté aussi 20 000 francs pour les frais de gratuité. Quand vous totalisez, les 50 000 francs équivaut à $16 et les 20 000 francs équivaut à $6. Donc un montant de $22 a été donné à l'enseignant. Et si vous prenez les $22, ajoutez ça aux 80 qu'il reçoit, il est légèrement déjà à ça $. Malheureusement, dans l'axe de Kassindi, les enseignants n'ont pas encore reçu même les 50 000 francs là, même les 20 000 francs. Le gouvernement s'est moqué de l'enseignant. Les enfants seuls ne sont pas victimes de la guerre. Même l'enseignant gréviste ici est victime de la guerre. L'enseignant qui grève a plus pitié de l'enfant que celui-là qui est en train d'aller à l'école, puisque cet enseignant ici gréviste ne veut pas aller tromper l'enfant. Et un sac vide ne peut jamais se tenir debout. Dans le gouvernement, il y a les secteurs prioritaires. Parmi ces secteurs, je vous cite 3. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a aussi la défense. Quand l'enseignant est bien payé, il doit bien éduquer les enfants. Les combats des enseignants concernent tous ceux qui sont dans le secteur de l'éducation. Donc, ils doivent intimider avec modération. C'est à ce niveau-là que nous continuons avec la grève jusqu'à ce que la conscience de nos autorités arrive à travailler pour que ceux-ci répondent aux besoins de l'enseignant. À l'époque de Kabila, on nous payait $100 avec un budget de 4 milliards. Aujourd'hui, nous sommes dans un budget de 16 milliards. Calcul simple, on multiplierait $100 par 4 pour que l'enseignant trouve $400. Mais, le contraire, l'enseignant est en train de recevoir $80. À Nord Kivu, la jeunesse de cette ville lance un appel au renforcement des dispositifs sécuritaires, notamment les jeeps, pour faciliter l'intervention rapide des agents commis à la patrouille lors des cas d'insécurité signalés. Suivez Joël Metia, jeune leader de Béni, qui appelle la population à collaborer avec les services de sécurité afin d'en finir avec les cambriolages. Suivez-le une fois de plus au micro de notre correspondant Joël Kama. La situation sécuritaire dans la ville de Béni est vraiment très précaire parce que les bandits venaient d'exagérer jusqu'à même à 90%. Nous regrettons fort et la situation de la ville de Béni nous concerne tous parce que nous devons se liguer, se souder comme un seul homme pour éradiquer la situation sécuritaire qui venait de menacer la ville de Béni plus de 2 mois. On est en train de dénoncer, on est en train de parler, mais ça ne tient pas. Que les autorités puissent vraiment arrêter l'hémorragie de l'insécurité qui venait de déranger la population de Béni jusqu'à qu'il y ait des tueries des hommes. Vous avez écouté, la société civile a donné le bilan qui est vraiment très précaire. Et la population de la ville de Béni, nous devons se liguer comme un seul homme pour que nous puissions vraiment arrêter cette hémorragie de l'insécurité à ville de Béni. Étant que jeune leader, on condamne avec force la situation et devant même les autorités, là où nous avons au moins les autorités qui sont vraiment capables, mais on ne sait pas ce qui se passe à ville de Béni au juste, qui est en train de tuer la population de la ville de Béni, qui est en train de semer la sécurité à ville de Béni. On a essayé à réfléchir sur la situation de la ville de Béni avec d'autres jeunes leaders. Nous avons constaté qu'il y a des jeeps de la police qui ne circulent pas encore à ville de Béni. Auparavant, on avait au moins plus de 4 jeeps, mais aujourd'hui, on ne sait pas où sont allés ces jeeps-là. S'ils sont tombés à panne, il faut qu'on puisse les réparer. Et voilà, c'est la fin de cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi.